Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui, j'interroge Nicolas Pinon. Nicolas Pinon est laqueur végétal. 20 ans d'apprentissage, de voyage, de recherche, de sacrifice. 20 ans solitaire et depuis quelques années, la reconnaissance. Lauréat de la Fondation Banque Populaire, puis du Grand Prix de la création de la Ville de Paris et du prix de la Fondation Bettencourt pour l'intelligence de la main en catégorie dialogue. Un feu d'artifice de récompense qui ne le distrait pas du travail minutieux, répétitif et méditatif de son atelier parisien, l'ombre et la lumière. Bonjour Nicolas Pinon. Bonjour Raphaël. Comment la matière est entrée dans votre vie ? Alors si je vais parler de matière lac, de mon métier, c'est un peu un hasard et une malchance en fait. J'ai fait mes études donc à l'école Boulle en ébénisterie et quand j'ai fini mon diplôme, je me suis dit pourquoi pas continuer un petit peu à l'école, j'étais bien au chaud, on était bien cocoonés à l'école. J'avais une petite passion pour la marqueterie et j'avais fait mon stage en entreprise en marqueterie à l'école. Je me suis dit pourquoi pas faire un DMA3 à l'école pour faire de la marqueterie et il n'y avait plus de place. Et on m'a dit donc si tu veux, tu peux aller dans l'atelier de décor et traitement de surface. Je me suis dit c'est complémentaire de l'ébénisterie et j'aurais aussi plein de choses à apprendre. Et durant cette année, j'ai découvert, donc lors d'une conférence par une Espagnole qui s'appelle Olga Aloy, qui était venue montrer un peu son savoir-faire de la laque végétale. Et pour moi, c'était un flash, une découverte. Tout de suite, je me suis dit, ça y est, c'est ça le truc, c'est génial. Et je retrouvais dans la laque végétale ce qui me passionnait dans la marqueterie, ça veut dire la minutie, le détail, pouvoir passer peut-être 4 ou 5 heures sur 10 cm², il y avait de pousser jusqu'au bout dans le détail et d'avoir quelque chose d'assez graphique aussi. Ça va beaucoup trop vite, on arrive directement à la laque végétale, mais c'est très bien, parce que c'est clairement un métier d'obsessionnel que vous faites tous les jours et vous allez nous le raconter, mais on n'arrive pas par hasard en ébénisterie à l'école Boulle. Vous êtes entré en FMA ou après le bac ? Moi, je suis rentré après le collège. Oui, c'est ça, donc quand même, pardon. Après la troisième, choisir de faire ébénisterie, c'est jamais un hasard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Au collège, j'étais bon élève. Je me débrouillais, je fais ce qu'il fallait pour travailler. Mais j'avais des petites préférences. J'adorais le dessin, j'adorais la technologie, quand il fallait mettre les mains dedans, se servir de ses mains. Mes parents viennent du milieu culturel. Mon père est historien de l'architecture et ma mère a travaillé dans un musée d'architecture. Et donc depuis mon enfance, j'ai toujours été un peu en relation avec la culture et les métiers d'art par le biais de la culture. Et c'était facile pour eux comme décision d'accepter que vous passiez pas un bac général et que vous fassiez une filière dite manuelle, technique, en troisième ? Alors c'est assez drôle, mes parents m'ont toujours encouragé et m'ont toujours dit si t'es heureux dans la voie que tu choisis, nous on va t'accompagner. Et c'est vrai que j'étais intéressé par des choses et il y avait deux choses, il y avait donc me servir de mes mains et par le biais de me servir de mes mains, il y avait donc potentiellement les métiers d'art, d'apprendre à fabriquer des choses de ses mains, et la cuisine. Et il y a eu ce choix qui aurait pu être fait donc après la troisième, soit de rentrer à l'école hôtelière ou soit de rentrer à Boulle. Et en fait, quand j'ai visité les ateliers, donc durant mon année de troisième, je suis allé voir les portes ouvertes à Boulle. Et quand je suis arrivé dans l'école et que j'ai vu les ateliers, je me dis ça y est, c'est ça quoi. C'est
Ça, il y a eu un coup de foudre. Ouais. Alors, c'est la 3e fois que je viens ici dans votre atelier. La première fois, j'ai eu des macarons faits maison, de toutes les couleurs. La 2e fois, j'ai eu un dîner gastronomique avec Pietro Seminelli, entrée, plat, dessert, et j'avais rarement dîné comme ça. Et là, aujourd'hui, j'ai une galette des rois faite maison. Personne ne peut imaginer qu'elle est faite maison. Donc voilà, juste, je dis que c'est particulièrement savoureux de venir vous voir dans votre atelier. Du fait d'avoir aussi encore cette passion pour la cuisine et la pâtisserie, voilà, ça me contente dans le fait que j'adore le métier d'artisan que j'ai. Et en même temps, je me garde du temps pour cette petite passion à côté et qui me permet aussi d'échanger, de partager avec les gens. Voilà, c'est un ensemble et cet ensemble, pour moi, et je dis pas la vie parfaite, mais presque. Bah, la vie est parfaite, en fait, ça va être tout le but de ce podcast, c'est de raconter qu'aujourd'hui, votre vie, elle a l'air parfaite de l'extérieur parce que vous êtes particulièrement épanoui dans votre métier, très reconnu. Vous venez d'avoir le prix Bettencourt pour l'intelligence de la main dans la catégorie dialogue avec Dimitri Linka. Mais ce podcast, il va raconter que cette vie parfaite-là, vous êtes allé la chercher millimètre par millimètre. C'est pas une expression en ce qui vous concerne, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous travaillez millimètre par millimètre. Ça prend des heures, des mois, parfois une année sur un objet. Et c'est ça que vous allez nous raconter. On est en 3e, ébénisterie à l'école Boulle, marqueterie, puis découverte de cette laque. Qu'est-ce qui, dans cette matière, dans ce savoir-faire, vous parle particulièrement? D'ailleurs, c'est quoi votre métier? Décrivez-nous. Ça veut dire quoi être laqueur en laque végétale aujourd'hui? Alors, des fois, je dis aux gens en rigolant, en fait, le métier de laqueur, c'est un métier de ponceur. Donc, je ponce tout le temps. Je laque peut-être 20% du temps, mais voilà, je ponce tout le temps. Et en fait, c'est un métier où on va... c'est le travail de la matière, la sensibilité de la main, où on va sentir les choses. Et pour moi, ce qui m'avait plu aussi dans la laque, c'est le toucher. On a quelque chose qui transmet une sensation qu'on a en contact la laque avec les mains. Voilà, ça m'a toujours fait des choses et c'est ce que j'essaye après moi de faire dans mon travail de tous les jours, c'est quand je fabrique des pièces et quand les gens ont les pièces après en main, c'est cette sensation dans la main. Il y a beaucoup de visuels aussi, mais il y a cette sensation et je trouve que c'est un toucher incomparable par rapport à d'autres matières. Et c'est ce qui m'avait aussi plu, moi, dans mes choix quand j'étais allé à l'école à Boulle. On nous donnait un peu le choix au départ entre le bois et le métal. Et quand on avait dû faire notre lettre pour donner nos choix d'atelier, c'est vrai que moi j'aimais la chaleur du contact. Donc c'était le bois par définition. C'était le bois. Après c'est vrai que dans le métal aussi il y a le chaud et le froid, mais il y a peut-être aussi les contrastes. Et c'est vrai que je voulais peut-être quelque chose de plus doux, de plus lissé en fait. Sur le travail de cette matière. On va revenir sur la laque végétale parce que là, pardon, mais vous n'avez pas bien expliqué ce que c'était. Voilà. À un néophyte, comment on explique votre métier ? Mon métier, c'est d'abord une matière. D'où vient cette matière ? Cette matière, c'est la sève d'un arbre qui est utilisée en Asie depuis quasiment 10 000 ans. Les hommes scarifiaient les troncs des arbres et un peu comme l'EVA pour le caoutchouc, on vient récupérer cette sève. Et c'est cette sève, en fait, qui a des qualités, on va dire, esthétiques et de résistance qui ont fait que les hommes l'ont toujours utilisée. Et c'est un peu comme le vernis qui servait à protéger le bois parce que voilà, en Asie, avec l'humidité, les matériaux s'abîment assez vite. Donc cette matière protégeait tous les matériaux et toutes les matières qui étaient utilisées qui étaient sensibles et qui s'abîmaient vite étaient laquées pour les protéger. Cette matière, en fait, moi, je vais l'appliquer sur des supports. Mon métier de laqueur, c'est aussi un métier de collaboration. C'est un métier où quand je vais travailler sur des supports bois, je vais travailler avec un ébéniste. Quand je vais travailler sur un support métal, je peux travailler avec un bronzier ou un orfèvre. Mais ça ne m'empêche pas aussi de mon côté de pouvoir réaliser des pièces de A à Z. N'oublions pas que vous êtes ébéniste au départ. Exactement. Après, c'est vrai que pouvoir fabriquer complètement des pièces en ayant les deux métiers, c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que même si je peux faire les choses tout seul, des fois... J'adore les collaborations en fait. J'adore échanger, j'adore que chacun des fois amène un peu son point de vue, de pouvoir discuter des choses. Pour moi, les métiers d'art aussi, c'est l'échange. On se fait tous les sujets importants, mais on n'arrive pas à raconter ce métier. Donc, on a une matière qu'on applique et en fait, la spécificité de la laque végétale, c'est que c'est une succession de couches très importante avec un énorme temps de séchage entre différentes couches et du ponçage. C'est très rare de faire de la laque végétale aujourd'hui parce que c'est un temps que peu de gens peuvent financer en termes de clients et est-ce que ensuite les clients finaux peuvent comprendre le temps qu'il peut y avoir derrière ces objets-là ? Oh la vache, t'expliques vachement bien mon métier.
Choisir de faire de la laque végétale aujourd'hui, c'est un peu à l'inverse de la société actuelle, parce qu'on doit ralentir les choses, on doit expliquer aux gens pourquoi donc on ralentit, parce que la qualité vient du fait du temps qu'on va passer sur la pièce. Et en fait, c'est la matière qui l'impose. Ça sèche pas vite, donc il faut mettre des couches, les poncer, attendre que ça sèche. La multitude de couches, même peut-être jusqu'à 50 couches sur certaines pièces. Et le temps de séchage entre chaque couche ? Ça peut aller de 24 heures à des fois 3 semaines pour des couches de couleur, pour qu'elles soient, on va dire, resplendissantes. En fait, pour avoir des couleurs très profondes, on va devoir attendre. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaye de faire à l'atelier, c'est d'éduquer. Et c'est pas simple, hein. Et là, je vois ce que le travail d'enseignant, en fait, de communiquer des choses, d'enseigner, de transmettre. Quand des clients viennent me voir et qu'ils veulent un projet, en fait, moi, je leur explique toute la laque. Je leur explique comment c'est fait, je leur dis d'où ça vient, je leur montre comment les couches sont faites, comment c'est travaillé. Et c'est vrai qu'après, ils me regardent, oh là là, mais c'est un travail de fou. Oui, c'est un peu un travail de fou, mais qui va en résulter une pièce exceptionnelle, extraordinaire. Mais le problème, c'est que ça se voit pas pour un néophyte au premier coup d'œil. Quand on a en main une de vos pièces, on sent tout à fait cette profondeur de matière, il y a une sensualité qui est incomparable au toucher. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a compris et qu'on a vu que cette couleur résultait de 50 couches qui ont séché chacune plus de 24 heures, qu'on a une profondeur de couleur, l'œil aussi apprend à reconnaître les nuances et les subtilités de ces couleurs-là. Et alors en plus, il y a un autre aspect qui est important de raconter, c'est que c'est une matière première qui est rare et que vous allez sourcer comme un chercheur de trésors en réalité. C'est vrai que cette matière est rare, cette matière vient d'Asie. Les arbres dont est issue cette sève, cette matière vient, on va dire, de l'Est de l'Inde jusqu'au Japon. Donc ce sont des familles d'arbres qui produisent cette sève qui est appliquée ensuite. Et cette sève, elle a des qualités différentes. Celle qui vient du Vietnam n'est pas tout à fait la même que celle qui va venir de Chine, n'est pas tout à fait la même que celle qui vient du Japon. C'est vrai que je travaille beaucoup avec les Japonais parce que déjà c'est là aussi où j'étais formé. C'est le pays qui a su garder, je pense, la tradition et qui est toujours resté dans un niveau d'excellence que moi je recherche aussi dans ce que je fais. C'est pour ça aussi que ça fonctionne avec eux et je peux commander mes produits. J'ai rencontré les gens qui produisent aussi la laque au Japon, donc les gens qui reçoivent cette laque brute, qui la traitent pour la fabriquer. Donc j'ai vu les systèmes et j'ai vu comment ils fabriquaient la laque. Et c'est vrai que là, mon rêve, et ce qui sera aussi une partie, je pense, du prochain voyage, c'est de pouvoir aller faire la récolte. Il y a certaines régions du Japon où il y a encore des grandes forêts où ils récoltent et je suis en train d'organiser un voyage pour aller voir la récolte et pour pouvoir le faire. Est-ce que vous pouvez me donner des termes techniques sur votre métier, en français ou en japonais, et ça n'a aucune importance que je les comprenne ou pas, c'est juste que j'ai une oreille qui aime ça. Et je sais que les auditeurs aussi. Ce qui est drôle, c'est que tout le langage technique en fait utilise des mots japonais parce que j'ai appris ces termes techniques avec des mots japonais. Donc, par exemple, on va avoir des noms de lacs. Il y a beaucoup de lacs, donc toutes les lacs vont avoir des noms. Donc, on va avoir, en passant par les lacs de base, Shitaji, Seshime, Kuroroiro, Nashiji. On va avoir par exemple les enduits, on va avoir le Kiriko, le Sabi, les noms des terres aussi, le Jinoko, le Tonoko. On a une pléthore aussi, les techniques, Tsugaru. On va avoir le Rankaku qui est la technique de la coquille d'œuf, le maquillé, le takamaquillé. On a voilà une multitude de termes japonais que j'utilise en fait tous les jours et que je transmets aussi parce que quand les gens viennent apprendre, donc je leur explique tous les termes, donc je transmets et les gens aussi utilisent ces termes-là pour expliquer, c'est pas l'enduit gros, c'est le kiriko, c'est pas l'enduit fin, c'est le sabi. Je dis pas que c'est un terme générique, mais voilà, La finesse de la sémantique des métiers d'art. Alors là, on est avec cette dame espagnole, Olga Aloy, est venue à Boule parler à Nicolas Pinon. Et comment Nicolas Pinon a décidé que toute sa vie allait changer pour embrasser cette matière que presque plus personne, ça on va s'en parler justement, plus personne n'exerçait ce métier d'art. Là, presque plus personne. Presque plus personne. Donc, on est très peu aujourd'hui à la travailler en France, même en Europe. Je vais dire qu'on est peut-être une petite dizaine en France à la travailler. Il y a une grande dame de la laque qui s'appelle Martine Ray, qui, elle, la travaille depuis quasiment plus de 40 ans en France, qui m'a aussi beaucoup aidé dans mon parcours parce que voilà, il y a des petits moments où j'avais des questionnements sur des techniques ou voilà. Oui, parce que en termes de formation, on est diplômé de l'école Boulle en ébénisterie, traitement de surface en 2e cycle, on peut dire. Mais du coup, comme c'est un métier très rare, il n'y avait plus de formation. La formation, il fallait la chercher chez les professionnels. Vous n'aviez pas peur qu'il n'y ait pas de marché puisqu'il n'était plus exercé ?
Je me suis pas vraiment posé cette question-là au début. En fait, je me projetais dans le futur sur ce que j'avais envie de faire tous les jours en me levant le matin. Et alors, faut pas que mon banquier écoute ça, mais c'est vrai que le marché, le rendement, pour moi, c'est vraiment pas une finalité. C'est sûr qu'on en a besoin. On peut pas dire je vais travailler pour la gloire, même si ça arrive très régulièrement. Pour moi, c'était pas une finalité. Alors, je vais dire que je suis peut-être un rêveur et que je vis dans le monde des bisounours, mais moi, j'avais besoin de faire quelque chose qui me plaise, où tous les jours, je m'éclate à faire ce que je fais, où je suis épanoui. Alors, c'est pas facile tous les jours non plus, mais voilà, j'avais cette envie de pousser ce que j'avais envie de faire et de le faire tous les jours. Enfin, vous vous êtes dit, mais qui va m'apprendre ce métier-là ? Alors, au moment où j'ai découvert la matière, je savais que le passage quasiment obligatoire, si je voulais faire ce métier, était le Japon ou l'Asie pour pouvoir me former. C'est vrai que j'avais déjà un peu l'attirance pour le pays qui était pour moi une sorte de mystère entre tradition et modernité. La culture me plaisait beaucoup et l'arrivée de ce métier d'art qui était en liaison avec cette culture était assez géniale. Et donc voilà, quand je me suis dit je vais me former, je me doutais pas que j'en serais là aujourd'hui, mais je me suis dit si jamais ça marche pas, je pourrais toujours faire de l'ébénisterie. L'école Boulle t'offre une formation qui permet, je dis pas de te retourner, mais d'apprendre très facilement un métier. On va dire c'est une façon d'être et d'apprendre qui te permet de pouvoir évoluer aussi dans d'autres métiers par la suite, même si on t'a enseigné un métier, mais ça te permet de pouvoir te retourner. D'accord. Bon, donc on se dit, il faut aller au Japon pour apprendre. Ouais. Il faut être quand même un sacré rêveur parce que l'étape de ok, faut que j'aille au Japon, ça s'est passé comment? Avec quels sous? Avec quel temps? Comment vous avez trouvé des maîtres au Japon qui étaient d'accord pour vous accueillir? Vous, le petit français bouliste? Alors, ça se fait pas du jour au lendemain. Après l'école, donc j'ai eu la chance de pouvoir prolonger un petit peu aussi ma formation. J'ai eu la chance d'aller dans une école en Espagne, à Barcelone, parce qu'il y a encore quelques écoles qui forment à la laque végétale en Espagne, parce que les laqueurs qui étaient là pendant la période Art déco en Europe, quelques-uns s'étaient installés à Barcelone et avaient formé des gens, et de ça, en fait, il y a eu des gens qui se sont formés, qui ont appris et qui produisent, mais aujourd'hui encore, c'est un cercle très petit, mais ils formaient un petit peu encore à l'époque. Donc je suis allé d'abord quelques mois à Barcelone pour découvrir la matière, parce que j'avais rien fait, je découvrais vraiment. Donc... Vous parliez espagnol ? Pas du tout. Alors... Non mais c'est pas possible. À mon avantage, je suis à moitié italien. Donc je me suis dit, langue latine, on va se débrouiller. Donc j'ai appris un petit peu l'espagnol sur le tas en arrivant là-bas. Bon, tout le monde pensait que j'étais italien parce que tous les mots que je connaissais pas, je les remplaçais par l'italien. Donc à la fin, je savais même plus si je parlais italien, espagnol. J'étais un petit peu confus, mais à la fin du stage, je commençais à rêver en espagnol et on m'a dit, si tu commences à rêver dans une autre langue, c'est que tu commences à t'intégrer au pays. Voilà, donc les choses se sont fait comme ça. Et la transmission, elle avait pas besoin de mots ? Alors si, mais il se faisait en espagnol, donc j'essayais un peu de suivre. Mais voilà, on va dire avec cette base latine, j'avais quand même mon dictionnaire avec moi. Les enseignants étaient vraiment très patients avec moi et me réexpliquaient les choses un petit peu plus doucement si j'avais pas tout compris. Mais c'est vrai aussi, quand on apprend un métier d'art, c'est aussi une répétition de gestes. Il y a les mots pour les nuances ou des petites choses, mais c'est déjà aussi une reproduction de gestes où on va voir un geste, on le reproduit et ça se fait aussi naturellement. Et c'est ce qui s'est un peu passé au Japon dans l'apprentissage. Oui, parce que dans le genre, déjà l'Espagne, bon, petit défi, mais c'était de la gnognotte par rapport à ce qui s'est passé derrière au Japon. Comment vous avez débarqué au Japon ? Alors, donc comme j'ai dit, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc je me suis dit, je me lance pas dans le grand bain tout de suite, je pars pas tout de suite au Japon. Donc je me suis dit, je vais essayer quand même de me former un petit peu à la laque à Paris, en France. Et j'ai trouvé une place dans un atelier qui s'appelle l'atelier Brugier, qui lui restaure de la laque et fabrique de la laque. Alors pas que la laque végétale, donc avec les matériaux qu'utilisent les Européens depuis pas mal d'années pour imiter les techniques de laque végétale. Oui, ça on connaît, nous on a interviewé Anne Midaven, Atelier Midaven dans le podcast. Voilà, donc les Français maîtrisent bien ces techniques et je me suis dit que ça serait toujours bien aussi dans ma formation de pouvoir maîtriser ces techniques. Ça ne m'aidera que pour plus tard, pour aussi apprendre la technique de la laque végétale. Donc je suis allé me former dans cet atelier, donc l'atelier Brugier, où je suis resté quasiment 3 ans, où j'ai appris à faire donc de la restauration et on faisait aussi du chantier. On fabriquait des panneaux qui étaient posés
posé dans des lieux assez extraordinaires et assez fous. Et pour mémoire, on avait travaillé sur le chantier du Four Seasons à New York, dans la suite du 52e étage, qui fait 400 mètres carrés et qui fait en fait tout l'étage de la tour. Et donc on allait poser sur place et on est resté quelques semaines pour faire des retouches. Et on avait une vue extraordinaire sur Central Park, sur tout New York. Et, vous étiez logé où? Alors on n'était pas logé à l'hôtel. Nous on s'était dit, ah bah comme c'est le client, ils vont nous trouver une petite chambre de l'hôtel. Non, pas du tout. On avait quand même une location pas très loin de l'hôtel sur Manhattan. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu le... Je dis pas de vivre le rêve américain, mais c'est Je me disais pas, quand j'étais en formation à l'école Boulle, que j'allais faire des chantiers partout dans le monde et découvrir des endroits assez extraordinaires que je dis pas que le commun des mortels ne verrait pas, mais je crois qu'on peut le dire. Oui. Donc je me dis qu'aujourd'hui, en fait, j'ai passé quelques mois dans cette chambre d'hôtel, qui n'était pas finie, mais qui était assez extraordinaire, et je me dis qu'aujourd'hui, il faudrait que je débourse quasiment 35 000 € la nuit pour pouvoir y aller. Donc c'est vrai qu'on côtoie un milieu qui est assez extraordinaire, et c'est aussi une chance. Est-ce qu'on va arriver au Japon? Oui, on va y arriver. Donc après ces 3 ans à l'atelier Bregier, je me suis dit ça y est, il était temps que je parte au Japon, et j'ai profité que mon père m'annonce, écoute, je vais faire une conférence au Japon pendant 10 jours. Je lui dis, ça y est, c'est parti, il faut que je saute le pas. Là, quand j'ai commencé à travailler chez Bregier, donc c'était la finalité de partir au Japon, donc je me dis voilà. Je saisis toujours un peu des opportunités ou des... Avec une patience incroyable en fait, parce que vous aviez un objectif et vous attendiez le bon moment de vous-même être prêt pour accomplir cet objectif. Je me dis que j'étais déjà prédisposé à faire de la laque parce que je prenais mon temps pour faire les choses et je les faisais bien. J'aime pas aller trop vite pour faire les choses à peu près, j'aime bien les faire et qu'elles soient bien faites, donc je prépare toujours tout en fait. Et ce voyage au Japon, donc en amont, j'ai envoyé des dizaines et des dizaines de courriers de mail et de courriers papier parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui n'avaient pas de mail à l'époque. Courrier papier en quelle langue? En anglais. Alors j'ai pris le parti d'écrire en anglais parce que c'était la langue que je maîtrisais à peu près, pour pouvoir voyager et communiquer. Donc si l'artisan répondait à ma lettre ou mon mail, ça veut dire que potentiellement il parlait anglais et qu'il était intéressé pour me recevoir et qu'il pourrait parler anglais ou un petit peu anglais pendant la formation. Il y avait écrit quoi dans cette lettre ? Du coup, je me présentais, j'expliquais un petit peu ce que je faisais, que j'étais passionné par la laque végétale, que j'avais appris un petit peu en Europe, mais que le but ultime était de pouvoir partir au Japon, me former chez un artisan, et que j'allais venir au printemps donc 2006 au Japon, et j'aimerais pouvoir les rencontrer et montrer ce que je fais pour potentiellement donc venir travailler et apprendre la laque chez eux. Je ne sais pas encore par quel moyen, mais de pouvoir venir au Japon. Donc, des artisans m'ont répondu, donc j'avais mon listing, donc j'ai organisé mon voyage en fonction des artisans qui m'avaient répondu un peu aux 4 coins du Japon pour aller les rencontrer. Comment on trouve la liste des artisans laqueurs au Japon ? Alors, c'est par le biais déjà d'amis laqueurs, donc Olga Aloy, des laqueurs qui étaient en Espagne, des laqueurs qui étaient en France aussi, qui m'ont communiqué les adresses de laqueurs au Japon. Et j'avais aussi un peu ce rêve, alors c'était pas ce rêve, mais de me dire, je vais peut-être essayer de faire un échange à l'université. J'étais encore en très bon lien avec Boulle, même si j'étais plus étudiant, mais voilà, je dis pas que je pouvais me présenter de la part de l'école Boulle, mais peut-être proposer un échange ou être reçu techniquement dans l'université pendant quelques mois. Donc je suis allé aussi dans les universités des Beaux-Arts de Tokyo et Kyoto, parce que les métiers d'art sont enseignés dans les universités de Beaux-Arts au Japon. Et donc, il y a un département lac à Tokyo et à Kyoto. Et donc, pendant ce voyage, je suis allé rencontrer les 2 professeurs d'université qui enseignaient. Et c'est vrai que j'étais un peu déçu de leur réponse, mais je comprenais. Ils m'ont dit, si on reçoit un étranger à l'université, on le reçoit comme un Japonais. Donc ça veut dire que si tu veux venir en tant que Français, il faut que tu viennes étudier comme un Japonais qui viendrait étudier aux Beaux-Arts. Donc il faut que tu parles parfaitement le japonais, il faut que tu écrives très bien le japonais. Donc nous, ce qu'on propose en général aux étudiants qui le font, c'est de venir entre 6 mois et 1 an avant pour apprendre le japonais parfaitement, et ensuite rentrer à l'université et suivre le cycle de 3 ans pour pouvoir être formé. J'étais déjà un peu professionnel, j'avais plus de 25 ans, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu lourd,
Si je l'avais fait directement à la sortie de l'école quand j'avais 20 ans, je l'aurais fait. Parce que j'étais encore un peu dans le cycle. Mais là, j'avais plus des envies techniques et un voyage à plus court terme où je puisse apprendre vraiment de la technique. Allons directement aux professionnels. On écrit à 10 professionnels. Combien de réponses ? J'ai eu 4 réponses. 4 réponses. C'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qui les intéressait, eux ? Alors, c'est soit des artisans qui étaient déjà en lien avec des Européens, qui avaient déjà rencontré, qui avaient déjà voyagé en France ou qui avaient déjà reçu des Européens. Donc, je me rappelle d'un artisan qui m'a reçu dans la ville de Wajima, qui est une des capitales de la laque au Japon, et qui avait reçu un Espagnol que j'avais rencontré durant mon apprentissage à Barcelone. Donc cet Espagnol était parti en stage chez lui quelques mois, il y a 30 ans en fait, quand il était jeune. Donc il m'a reçu. Alors c'est vrai qu'il était assez âgé, il avait plus de 80 ans quand il m'a reçu. Alors je lui ai expliqué, donc il m'a dit c'est un peu compliqué pour moi de pouvoir te recevoir maintenant, mais avant ça aurait été avec plaisir, mais là c'était un peu compliqué, donc ça s'est pas fait. Et on va dire que là je suis tombé sur mon sauveur, mon maître, qui s'appelle Nagatoshi Onishi, qui est un professeur retraité de l'Université des Beaux-Arts de Tokyo, donc il enseignait aux Beaux-Arts et il a monté son atelier quand il est arrivé à la retraite. Et en fait, c'est quelqu'un qui, lui, pendant toute sa carrière, c'était de faire découvrir la laque au monde entier. Donc il a beaucoup voyagé en Asie pour découvrir toutes les techniques, tous les savoir-faire autour de la laque et de produire et après de pouvoir exporter. Donc il a des pièces dans beaucoup de galeries, dans beaucoup de musées et c'est quelqu'un voilà, qui a toujours aimé d'être en contact avec des étrangers. Et lui, son but, ça a été de transmettre la laque aux Japonais, mais aussi aux étrangers. Au début, quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Si tu viens apprendre la laque chez moi, tu pourras être un ambassadeur de la laque en France. » Il s'est pas trompé, dis donc. Non, il s'est pas trompé. Et c'est vrai qu'on est régulièrement en échange. Là, j'ai lu la semaine dernière, on s'est vu en visio pour souhaiter la bonne année. Et voilà, il m'a dit oh, « C'est génial, le prix que tu as eu. Je suis très fier de toi. » Et c'est vrai que pour moi, ça me touche beaucoup aussi parce que ça n'a pas été un chemin simple. Et d'en arriver là aujourd'hui, je sais que c'est aussi grâce à lui qui m'a accepté dans son atelier, qui a accepté de me former. Bien sûr, et on parle beaucoup dans le podcast des anges gardiens qu'il peut y avoir sur la vie d'un artisan d'art. Je pense que là, pour le coup, on peut dire que c'en est un. Ouais, exactement. Par sa bienveillance, me transmettre sa vision aussi de la laque. Parce que des fois, les gens ont un peu une image un peu, je dis pas vieillotte de la laque, mais on voit les paravents avec les dragons, la table en décor chinois que beaucoup de grands-mères ont. Et en fait, quand je l'ai rencontré, je connaissais déjà un petit peu son travail et il a un showroom dans sa maison atelier. Et là, j'étais au pays des merveilles parce que il travaille une technique particulière qui s'appelle le kanshitsu. Ce dont je parlais tout à l'heure, je peux aussi moi créer des pièces de A à Z. Et en fait, lui est un peu entre le sculpteur et le laqueur. Parce qu'on vient travailler sur un moule, donc on va sculpter un moule et on vient stratifier des couches de toile de chanvre, de terre et de laque. C'est un peu comme l'ancêtre de la fibre de verre, du carbone. Donc on vient créer, stratifier sur une forme et on crée un objet qui est donc libéré des... Par exemple, le bois, des fois, on est trop restreint au niveau des formes. Donc là, on était complètement libéré. On peut créer ce qu'on veut, en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que je me suis dit, tu fais exactement ce que tu veux et surtout, tu le gères toi. Donc j'aime collaborer, mais aussi des fois j'ai besoin de ces moments à moi où je crée tout de A à Z. Et cette technique, elle vient d'obtenir le prix Bettencourt. Exactement. Et c'est vrai que cette technique est extraordinaire, son savoir-faire était extraordinaire. Il me l'a transmis et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir fabriquer des pièces avec cette technique, de pouvoir m'exprimer aussi avec ça et de pouvoir aussi même le transmettre aujourd'hui. Parce que je reçois des gens dans l'atelier et je leur explique et je leur transmets ce savoir-faire. Alors je sais que c'est une route qui a été longue et il va falloir forcément qu'on fasse des raccourcis. Vous êtes diplômé depuis 5 ans, vous êtes au Japon en train d'apprendre, mais du coup c'est vos parents qui vous ont soutenu pendant toute cette période-là pour que vous puissiez financer votre vie et vos études et votre apprentissage. Comment vous faisiez ? Alors, je vais utiliser le mot de Tanguy.
Mes parents ont un bel appartement à Paris, j'étais bien nourri, logé, blanchi. Donc c'est vrai que j'ai commencé à travailler, j'habitais encore chez mes parents et c'est vrai que la période où j'ai commencé à travailler, comme il y avait cette finalité du Japon, j'ai mis plein de sous de côté pour pouvoir payer ce voyage. On parle de quoi comme montant à peu près pour ce premier voyage par exemple? Alors il y a eu les deux voyages, donc 2006 et 2007, parce que donc, le premier stage s'est fait en 2007. Sur le premier voyage, j'étais à peu près à 2000 €. Petit budget, c'était un mois, donc entre billets et séjour sur place. Alors heureusement que grâce à mon père, il y avait des amis sur place qui avaient réussi à me trouver des logements quasiment gratuits ou pas très chers. C'est vrai que par contre, c'est le séjour suivant qui a coûté un peu plus parce que je suis parti 3 mois. Et là, un budget sur 3 mois, j'étais quasiment à peu près entre 5 et 6 000 € pour les 3 mois. Donc l'avantage, c'est que je payais ma formation chez l'artisan. Alors c'est un peu le deal. Lui reçoit des étudiants qui ne travaillent que sur ses pièces. Donc tu viens, tu es formé, mais tu es stagiaire. Et après, ce qu'il m'a proposé, c'est de venir chez lui et je lui dis exactement ce que je veux faire. Donc je lui dis que je voudrais travailler là-dessus et il m'apprend à travailler là-dessus. Donc je fais mes propres pièces et je fabrique un peu ce que je veux. Donc, c'était quand même un très très bon deal. Dans le prix était... alors il habite à la campagne, dans un petit village perdu entre les rizières, assez extraordinaire. Mais pour le premier stage, j'étais logé et nourri. Pour le prix de la formation, c'était un très bon deal. Après, le problème du Japon, en termes de budget, c'est toutes les choses qu'on a envie d'acheter. Parce que c'est un pays où à chaque fois qu'on voit quelque chose, on se dit oh, c'est extraordinaire, il faut que j'achète ça. Après, c'est toujours un problème de place pour tout mettre dans les valises et pour rentrer, mais c'est vrai que tout est beau, tout est esthétique. En fait, c'est le pays de l'esthétisme. C'est un pays assez déroutant parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a ce côté très moderne, nouvelles technologies. Et c'est un pays qui, en même temps, qui a su garder des traditions très fortes dans le respect aussi de la nature, de tout ce qui se fait autour. Il y a aussi ce choc assez dingue qui ne fait qu'aimer qu'encore plus le pays. Pendant ce stage-là, j'étais chez mon maître qui était une sorte de grande banlieue de Tokyo, mais à 1 heure de RER perdu entre les rizières. Et donc, je travaillais du lundi au samedi et le dimanche, j'avais ma journée off où j'allais souvent sur Tokyo pour visiter. J'ai rencontré des Français, donc on se voyait de temps en temps. Et j'expliquais ce que je faisais aux Français et aux Japonais et ils me regardaient en disant mais pour eux c'était fou qu'un Français vienne apprendre la laque, déjà qui était quelque chose de rare au Japon, et en plus j'expliquais comment je travaillais, comment je vivais avec le maître, et il me dit mais en fait tu vis comme au Moyen-Âge parce que l'après-midi mon maître fait stop, on s'arrête, tu viens dans la forêt de bambou avec moi, et c'était la période des pousses de bambou, donc on allait couper les pousses de bambou ensemble, on discutait pendant une après-midi, on allait couper les pousses de bambou pour préparer pour le repas et pour... Donc il y a cet apprentissage qui se fait aussi en harmonie avec la nature de ce qui entoure. Tous les voisins avaient des potagers, donc on allait leur rendre visite, ils nous offraient des cagettes avec des légumes. Donc c'était vraiment une découverte en étant en interne en fait avec des Japonais qui, je pense, est tout autre qu'un touriste qui découvre le Japon. Bien sûr, une immersion totale. On a parlé beaucoup de ça dans notre podcast avec Takahiro Yagi sur la transmission par imprégnation, au contact, au quotidien du maître, où les gestes passent même bien au-delà de ce qui peut être raconté. Le matin, donc on faisait un petit point sur là où j'en étais. Il me montrait ce que je devais faire pendant la journée, ou il me montrait les gestes. Et surtout, moi, je le regardais beaucoup. Parce qu'en général, on travaillait proche l'un de l'autre. Et je le regardais faire ses petits croquis, comment il travaillait. Comme c'était des périodes assez longues, je le voyais évoluer sur des projets. Je voyais peut-être pas tous les projets finis, mais parce que ça prend plusieurs mois de faire des pièces, mais je le voyais faire son croquis, prendre un bloc de mousse, commencer à tailler dans ce bloc de mousse, comment il regardait ce bloc, comment il taillait dedans. J'ai suivi un peu sa manière, comment il créait ses pièces et comment il évoluait, comment il transformait de la base de son dessin pour arriver sur la forme. Et voilà, de cette imprégnation, du coup, moi aussi, des fois, je prends mon petit carnet, je fais ma petite forme sur mon papier, et puis je prends mon bloc de mousse et puis je commence à tailler. Ces gestes ont traversé le monde. Alors justement, c'est ce qui fait qu'en 3 mois, on peut apprendre énormément par rapport à une formation beaucoup plus longue, traditionnelle. Donc là, vous rentrez en France, fort de cette formation extraordinaire, et là, vous installez votre atelier ? Non, pas du tout.
Donc je suis rentré en France, plein de rêves, en me disant « Oh, ça y est, je vais mettre de la laque végétale partout, tout le monde va vouloir de la laque végétale ». Bon, je suis rentré à Paris, personne ne me connaissait, donc j'ai commencé à prospecter. Donc je suis allé voir les petits contacts que j'avais en disant « Voilà, je fais ci, je fais ça, comment je pourrais travailler avec vous, comment je pourrais vous proposer ça ». Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu forcément de bons retours et comme les gens n'avaient pas la culture, je voyais qu'en fait notre échange ne fonctionnait pas très bien et qu'ils comprenaient pas. Donc j'essayais d'expliquer, mais les gens des fois ils me disaient oui, si on fait ça avec un vernis européen, ça sera peut-être même plus résistant et puis ça ira plus vite, ça coûtera moins cher. Et là, je leur dis, ah oui, donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans la même démarche. Donc ça... Et le marché qui dit coucou, je suis pas là. Oui, voilà. Mais alors, ce qui est dingue, c'est que vous avez réussi à dépasser ça. J'ai tellement envie de savoir comment. Ça s'est pas fait en une année, en fait. Je suis rentré du Japon. Mes parents m'ont dit, t'es gentil, mais faut peut-être que tu te mettes à bosser quand même. Donc j'ai commencé à trouver des petits boulots, j'ai fait un peu d'agencement, j'ai fait du stand sur des expos. Donc voilà, j'avais ce savoir-faire d'ébéniste, comme je disais, qui me permettait aussi de trouver du travail assez facilement. Et après, j'ai un ami, un copain de promo, qui m'a dit, écoute, mon oncle cherche du monde, sa boîte se développe, il est en ébénisterie, agencement, donc tu pourrais faire un peu d'ébénisterie, et puis tu pourrais faire du vernis aussi. Il m'a fait un petit CDD, ça s'est bien passé et il y a eu ce moment où le statut d'auto-entrepreneur est arrivé. Et là, je me suis dit, c'est peut-être pas mal, t'es ton propre patron, mais en même temps, tu peux bosser pour des gens, mais si tu veux t'arrêter de bosser et faire autre chose, tu fais autre chose, donc tu es un peu libre. Et je me suis dit, en attendant de pouvoir trouver un marché pour la laque végétale, je vais faire de l'ébénisterie et du vernis. Comme ça, j'ai rentré un peu de sous, ça me permettra de vivre. Et donc, je suis rentré dans cette entreprise qui s'appelle la SEMA. Et en fait, ça s'est super bien passé. Au début, il me donnait un petit peu de boulot. Et puis après, il a commencé à m'en donner de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Et je me suis quasiment retrouvé, je dis pas à 100%, mais à m'occuper un peu des finitions. J'avais abandonné le côté ébénisterie pour me consacrer à la partie finition de l'atelier. Et après, il me proposait toujours des choses en disant, est-ce que tu peux me faire une petite peinture un peu style vieilli sur du mobilier? Je dis, c'est pas ma spécialité, mais moi, je suis toujours partant. Je dis toujours, ok, on verra après. Donc, je dis, ouais, pourquoi pas? Et puis, j'y vais, je fais le meuble en peinture, et puis ça plaît bien. Donc... Et puis, créatif, minutieux et persévérant, ça permet de faire beaucoup de choses en réalité. Exactement. Et puis, t'essayes, ça marche pas, t'essayes une deuxième fois, ça marche, c'est bon, et puis c'est parti. C'est comme ça aussi que j'ai appris aussi à faire de la feuille d'or. Il m'a dit, écoute, on a un miroir à faire, là, on n'a pas le temps que ça parte chez le doreur, ça doit partir la semaine prochaine, est-ce que tu peux essayer de faire de la feuille d'or pour nous dépanner? Je fais, ouais, allez, c'est parti. J'essaye, le premier coup c'était pas terrible, c'était pas très beau, donc j'ai recommencé une deuxième fois, c'était un peu mieux, et puis c'était pas une pièce extraordinaire non plus, donc c'est passé, et j'ai trouvé ça sympa, et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en faire un petit peu plus, et puis je me suis entraîné, et puis comme on travaillait beaucoup sur des chantiers, il y avait toujours des doreurs sur les chantiers. C'était des chantiers très haut de gamme pour Jacques Garcia, pour des grands décorateurs, et il y avait souvent de la dorure. Et là, je vois les doreurs, et puis je fais, c'est bien, oui, tu fais comme ça, d'accord, ok. Et puis je demandais beaucoup de conseils. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des doreurs que j'ai rencontrés sur un chantier qui m'ont donné pas mal de conseils, qui sont super sympas, qui s'appellent les frères Thierry. Oui, je les adore, ils sont au passage de l'industrie. Et voilà, je leur demandais toujours des petits conseils. Ils me disaient, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et voilà, je suis toujours resté en lien. Et c'est vrai que quand moi je suis venu m'installer dans le Faubourg Saint-Antoine, ils se sont installés peu de temps après moi. Et voilà, on se croise régulièrement. Et c'est toujours sympa de les voir. Alors à quel moment il arrive cet atelier? L'atelier, il commence à arriver en 2014. En 2008-2009, je crée le statut d'auto-entrepreneur. Donc pendant 5 ans, je travaille avec cette entreprise. Mais voilà, il y a un moment où ça a pris trop le pas sur ce que je voulais faire. Et mon envie de faire du végétal s'est amenuisée avec le temps, et il y a un moment je me suis dit faut que je fasse quelque chose, c'est bien ce que je fais mais c'est pas ce que je voulais faire, donc j'ai repris un petit peu à faire de la laque végétale. On m'avait proposé un projet par le biais de cet atelier aussi de faire une copie d'une pièce de Marie-Antoinette pour le château de Versailles, ce que j'ai accepté avec grand plaisir, recopier sur une petite boîte en forme de chien pour le musée. Et c'est vrai que je me suis remis à faire plus de laque végétale grâce à ça, et ça m'a redonné envie encore de continuer, de m'y remettre vraiment. Et cet atelier? En 2014, j'ai une collègue de l'école Boulle qui me dit on a fait restaurer une pièce chez un restaurateur de laque dans le Faubourg, il voudrait prendre sa retraite mais il a personne.
Et donc, je suis allé le rencontrer donc, en 2014 pour lui dire bonjour, je veux reprendre votre atelier. Là, comme ça. Je suis arrivé, bonjour, je me suis présenté. On m'a dit voilà, que vous cherchiez à avoir un repreneur. Bah, écoutez, je suis intéressé. Donc, je l'ai suivi un petit peu pendant quelques mois. On a pas mal discuté. J'ai expliqué un peu ce que je faisais, comment moi je voyais un peu la reprise en lui disant écoutez, si, il avait 80 ans. Au moment où je l'ai rencontré, je lui dis si vous voulez faire ça sur 1 an, doucement, je peux venir travailler un petit peu avec vous pour voir comment vous faites, peut-être prendre un peu la suite. Après, je savais qu'il faisait pas exactement la même chose que moi. Donc c'est vrai que voilà, moi je travaille donc la laque végétale et lui sur sa pancarte à l'extérieur c'était assez drôle parce qu'il y avait marqué laque de Chine. Donc moi au départ je voyais l'enseigne J.Li dans la rue, je me disais ça doit être un vieux chinois avec une longue barbe et Exactement ce que j'imagine moi depuis longtemps que je viens ici et où cette ancienne est sur votre mur. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. C'est un bon français qui, en fait, a des origines américaines et c'est le Lee du général Lee, en fait, un Lee américain, d'où vient son nom. C'est un ancien élève de l'école Boulle aussi. Il avait fait sculpture et donc il avait une très belle main, il dessinait très bien. Et quand il a créé l'atelier, en fait, il a commencé à faire des copies. Et il a commencé à faire ce qu'on appelait la chinoiserie du faubourg. Donc, c'est de faire des tables basses, des énormes meubles télé à l'époque, parce que les télés étaient gigantesques, avec les portes qui se rabattaient pour laisser sortir l'énorme télé. Et c'est vrai qu'à l'époque, son entreprise a très bien marché parce que dans tous les intérieurs chics, il y avait de la chinoiserie. Dans les palaces, il y avait de la chinoiserie. Donc, c'est vrai que voilà, la commode avec le décor, avec les petites fleurs sur fond noir, sur fond rouge. Donc, il a produit énormément de pièces. Donc, il travaillait avec sa femme. Ils étaient tous les deux dans l'atelier depuis 1964. Donc, je l'ai rencontré, ça faisait déjà 50 ans qu'il était dans l'atelier. Je me suis dit, ça veut dire que lacqueur, c'est une bonne voie parce qu'on va travailler toute sa vie sur ce qu'on aime faire. Et je me voyais déjà à 80 ans encore dans mon atelier. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que physiquement, il devait partir parce qu'il commençait à être âgé, mais psychologiquement, il ne pouvait pas partir. Je ne dis pas qu'il voulait passer le reste de sa vie dans son atelier, mais presque, donc je savais qu'il partait un peu à reculons. Donc, quand je suis venu le voir en 2014, au bout de quelques mois, je lui dis on organise comment la reprise, comment voulez-vous vous organiser? Il me dit j'ai encore un peu de stock, non je suis pas encore prêt à partir. Donc en fait il faisait durer. Donc ça a duré finalement 3 ans. Donc ça a été très compliqué parce que moi j'étais un peu en mode je pars de l'atelier où je suis, donc je dis à tous les gens j'ai un atelier là, allez-y donnez-moi plein de commandes. Donc j'ai quelques clients qui ont commencé à me donner des pièces, sauf que j'avais pas de local. Et c'est là qu'arrivait un peu mon sauveur, Steven Le Prisé. Le deuxième ange gardien de cette histoire. Enfin, pas le deuxième parce qu'il y a vos parents aussi dans l'affaire. Mais voilà, c'est vrai que Steven a été d'un grand soutien dans cette période-là parce qu'il m'a dit écoute, si tu veux, tu peux venir bosser à l'atelier, il n'y a pas de souci. Bon, après, ébénisterie et lac, c'est pas trop des super copains parce que entre la poussière et la laque, c'est pas extraordinaire. Mais il m'a dit écoute, on va se débrouiller. Il vous a fait une cabine à vernir que j'ai vue. Alors, il m'a pas fait une cabine à vernis, mais en fait, dans l'atelier, quand il était à Chenevière-sur-Marne, il était locataire d'un énorme bâtiment et en fait, il a posé la question au propriétaire s'il pouvait me louer pour un petit prix, parce que j'avais pas encore les fonds pour louer un atelier, un petit coin dans une autre partie du local et c'est ce qui s'est passé pendant quasiment 1 an. Donc j'ai pu commencer à travailler parce que j'ai eu des commandes de très grosses pièces d'un canapé particulièrement qui prenait beaucoup de place et qui m'a pris plus d'1 an à faire. Et c'est vrai que voilà, c'était la période où du coup je travaillais un petit peu chez moi sur des toutes petites pièces et les grandes pièces, je travaillais chez Steven. Et c'est vrai qu'il y a un lien qui s'est tissé avec lui et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et je me voyais déjà moi faire aussi des finitions sur ses pièces. Et c'est ce qui s'est passé sur une des lampes Ice Food qui m'a confié en lui disant écoute, si tu veux, tu peux laquer une pièce. Là, je vais exposer à Révélation. Comme ça, j'ai pu exposer la pièce sur son stand à Révélation. C'est lui aussi qui m'a permis d'avoir une petite place à Révélation et d'exposer à Révélation. Donc c'est vrai que je dois pas mal de choses à Steven. Donc Steven Le Prisé, on en parle comme si tout le monde le connaissait, mais je pense qu'à la fin, tout le monde va finir par le connaître. Il est ébéniste, c'est l'épisode 1 de la saison 1 du Craft Project, pour ceux qui veulent connaître son histoire. Également lauréat du prix Bettencourt. Mais alors, on a beaucoup parlé du fait que vous étiez lauréat du prix Bettencourt et c'est merveilleux, on va même en parler encore. Mais avant ça, vous avez été lauréat d'un prix que j'aime beaucoup puisque je fais partie du jury, qui est celui de la Fondation Banque Populaire, qui vous a quand même déniché à ce moment-là. Et Steven était lauréat aussi, donc il y a eu une suite quelque part.
Oui, je dis pas qu'on suit exactement le même chemin, mais voilà, il y a une voie qui a été tracée et qui mène vers de très belles choses. Donc j'ai présenté ce concours de la Fondation Banque Populaire parce que j'avais envie de développer les choses. J'étais installé dans l'atelier depuis 2017. Oui, parce qu'on n'a pas tout raconté l'histoire, mais il a fini par partir, ce monsieur. Il a fini par partir donc 3 ans après, en 2017, et j'ai pu donc récupérer l'atelier. Comment vous avez chiffré cette histoire de rachat d'atelier ? Alors, lui, il avait un prix en tête que j'ai essayé de négocier, mais bon, c'était un peu un mur. Et bon, je savais que si je négociais trop, je dis pas qu'il revendrait à quelqu'un d'autre, mais voilà, j'ai fait baisser de quelques milliers d'euros. Mais on parle de quoi comme échelle ? 50 000 euros pour une reprise de fonds de commerce. Après, je savais que ce serait pas forcément le plus gros budget, mais ça serait un gros budget parce que l'atelier était dans son jus depuis les années 60. Donc qui était vraiment en très très mauvais état. Alors lui, ça lui permettait de travailler, il était bien dedans, mais moi, dans ma vision de ce que j'avais, de l'atelier, de ce que je voulais en faire, il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc j'ai aussi investi 50 000 euros dans les travaux, donc voilà, un budget de 100 000 euros pour la reprise de l'atelier. J'ai un petit loyer pour 100 mètres carrés à Paris, donc je savais que ce que j'investissais dans les travaux et dans la reprise, j'arriverais à tenir le temps du crédit pour après être plus tranquille par la suite quand j'aurais fini de payer mes travaux et mon prêt, quoi. Il vous a laissé aussi des outils ? Il m'a très peu laissé de choses parce que même pour la laque végétale, j'ai des outils très spécifiques. Donc il m'a laissé très peu de choses. Il m'a laissé quelques serre-joints, des tréteaux. Et la poubelle ? Et une poubelle qui est customisée avec des petites traces de laque un peu partout, qui est très belle, que je garde précieusement. Mais c'est vrai que voilà, le laqueur, en fait, il a... Je dis pas que des outils personnels, mais il a de l'abrasif pour poncer, des cales, des pinceaux et de la laque, quoi. J'ai pas de machine-outil, j'ai pas d'aspiration, je viens avec juste mes outils à main, en fait. Alors on revient à notre Fondation Banque Populaire, qui est votre premier prix. Est-ce que c'est le premier prix ? Oui, c'est le premier prix que j'ai eu. J'étais finaliste du Grand Prix de la création de la ville de Paris en 2015. Mais du coup, oui, voilà, 2019, avec la Fondation Banque Populaire, c'était le premier prix. Et c'est vrai que voilà, je voulais développer des choses, mais j'avais déjà le budget de l'atelier à gérer qui était assez serré. Et en tant qu'artisan d'art, pour développer les choses, si on n'a pas des fonds propres, si on n'a pas l'appui de ces fondations, je dis pas qu'on fait pas grand-chose parce qu'on peut toujours faire. Mais ça facilite grandement le travail et de pouvoir faire des projets. Si aujourd'hui la fondation n'était pas là, ça m'aurait pas aussi permis de me développer et de faire des choses que j'aurais pas pu faire aujourd'hui. Et justement, ce prix de la Fondation Banque Populaire, il vous a permis de retourner au Japon. On va pas pouvoir se la raconter, cette aventure-là, malheureusement. Mais vous êtes retourné au Japon grâce à ça. Oui, donc ils ont permis de financer un voyage au Japon pour continuer d'apprendre. Parce que je savais que quand j'ai créé l'atelier, un des buts, ça serait de retourner régulièrement au Japon, parce que je dis pas que les techniques de laque sont infinies, mais presque. Et j'ai cette envie d'apprendre, de découvrir, que j'ai eu toujours depuis que je suis enfant. Et à chaque fois que je voyais une pièce, je me demandais comment c'était fabriqué. Et c'est ça qui me poussait à faire les choses. Et là, à chaque fois que je vois des techniques de laque, je fais « mais comment c'est fait ? Où est-ce que je peux apprendre ? Chez qui je peux apprendre ? Est-ce que l'artisan peut me recevoir ?» Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par le biais de ces voyages, je continue ma formation. Je continue aussi des rencontres avec des gens assez extraordinaires. Et si j'ai l'occasion et la chance de pouvoir le faire, je dis pas tous les ans, mais très régulièrement. C'est votre investissement à vous, parce que c'est vrai que quand on attribue ces prix aux lauréats à la Fondation Banque Populaire, c'est souvent pour acheter des machines, pour innover, pour investir dans l'atelier. Mais vous, votre façon d'investir dans votre atelier, c'est d'aller vous former. Exactement, parce que le but est d'être un peu cet ambassadeur et c'est un peu ce référent de la laque végétale en France. Alors, pas pour être comme un trésor vivant au Japon qui maîtrise une technique à l'extrême et un grand spécialiste de la technique. J'aime bien maîtriser les techniques, je vais essayer toujours de pousser, mais j'ai besoin de cette connaissance et d'avoir beaucoup de techniques et de connaître aussi beaucoup de techniques pour pouvoir aussi répondre à des demandes ici. Voilà, est-ce que on peut réaliser cette technique ? Ah bah oui, on peut la faire. Et puis même moi, dans mon développement, dans mes recherches esthétiques de techniques, j'ai besoin d'apprendre. Bien sûr. Alors ça, c'était 2019. Et alors 2020, lauréat du Grand Prix de la ville de Paris. Alors je dois dire en toute transparence que j'étais également dans ce jury-là. Et moi, je ne savais pas que vous étiez candidat, mais je vous ai vu apparaître partout d'un coup.
On va dire que l'année a pas très bien commencé, mais a fini en beauté. Le confinement a peut-être fait aussi qu'on s'est un petit peu penché sur ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait préparer, a peut-être laissé aussi un peu de temps, comme il y avait moins de commandes, de pouvoir se concentrer sur des projets. Après oui, c'est vrai que c'était des projets déjà commencés en amont. Il y a le « on » qui arrive dans votre phrase là, oui. Et le « on » c'est Dimitri Linka, et c'est une rencontre qui est très riche parce qu'elle vous a permis, il y a eu un pivot dans votre atelier après cette rencontre-là. C'est vrai que Dimitri a aussi changé pas mal de choses. La rencontre avec Dimitri, elle a été importante parce qu'elle a un peu poussé les choses dans l'atelier pour amener de nouvelles choses. On peut parler un peu de Dimitri, il est aussi lauréat de la Fondation Banque Populaire. Ouais. Il est ébéniste lui au départ ? Il a un parcours aussi assez particulier, il est ébéniste, marketeur. Comme vous. Alors marketeur moi de passion, mais et ensuite il a suivi la formation en DSA design à Boulle et après a continué son parcours en allant vers le design, mais toujours en restant attaché à ce côté artisan. Voilà, il a un peu cette double casquette, même si aujourd'hui il est plus designer, il a cette double casquette qui a fait que ça a été tous les deux une rencontre assez géniale parce qu'on s'est tout de suite compris. Vous parliez le même langage. Exactement. On rebondissait l'un sur l'autre. Voilà, c'était tellement enrichissant que le projet qui est issu de cette rencontre montre en fait l'épanouissement que nous on a eu à faire cette pièce. Allez, on y va. On la raconte cette pièce. Ce radiateur Entropie, c'est né d'une discussion. C'est moi en premier qui ai dit à Dimitri, est-ce que ça te dit de présenter le prix Bettencourt ? Parce qu'aujourd'hui, pour parler de la LAC, il n'y a rien de mieux que les concours parce que les pièces sont mises en avant et on parle de notre activité, de notre savoir-faire. Donc je me suis dit que voilà, les concours étaient une très bonne chose pour parler de la LAC. Et comme j'avais toujours cette envie et cet intérêt pour les collaborations, je me suis dit voilà, de le présenter en dialogue, ça pourrait faire évoluer mon savoir-faire et m'amener vers de nouvelles choses auxquelles j'aurais pas pensé. Et Dimitri, c'est exactement ce qu'il a amené. Dans l'ordre, on se dit, on prépare le prix Bettencourt, mais on ne sait même pas ce qu'on va faire. On se dit juste, on prépare Bettencourt. La deuxième étape, c'est il vient à l'atelier plein de fois et puis je lui explique tout ce que je fais. Il découvre mon métier et je lui montre tous les aspects, toutes les résistances techniques, qu'est-ce qu'on fait avec ci, avec ça. Et après commence la discussion sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je lui ai dit, écoute, la laque, ça résiste quand même assez bien à la chaleur. On s'en sert pour la vaisselle, on met de l'eau bouillante dedans et certaines laques peuvent même résister jusqu'à 200 degrés. Et là, il me dit, mais on pourrait pas faire un radiateur. Et là, je dis, oulala, un radiateur, tu penses pas que c'est un peu compliqué ? Alors là, je dis pas que j'étais un petit peu, j'essaie de jouer un peu la sécurité en disant, on peut pas, sur un design moderne, amener quelque chose que je connais déjà, ou on a un peu laissé de côté l'idée du radiateur au début, mais lui, il était super convaincu. Il me dit, non, faut qu'on fasse un radiateur, faut qu'on fasse un objet qu'on n'a jamais vu en lac. Et c'est vrai que moi, à force, je me suis dit, ah ouais, non, c'est vrai que le radiateur, ça peut être bien. Après, il faut quand même amener un dessin parce qu'esthétiquement, le radiateur, c'est pas très très beau. Même si aujourd'hui, il y a des choses qui se font, le radiateur, à la base, il est plus utilisé pour son efficience que pour son esthétique. Donc vous avez décidé de faire un radiateur qui a une ligne magnifique. On dirait un peu un électrocardiogramme, mais sauf que les pointes ne sont pas des flèches, mais des courbes. Exactement. Donc on a commencé à se dire, bon, on peut travailler sur un radiateur. Et il a mené une petite chose en se disant, et s'il pouvait changer de couleur ? Et là, je dis, ah ouais, là, ça pourrait être sympa. Et puis moi, j'avais ce petit souvenir d'enfance où j'avais la petite voiture que je mettais dans l'eau chaude et qui changeait de couleur en me disant, bah oui, ça doit exister, on doit pouvoir faire quelque chose. Avec la laque végétale, j'avais pas connaissance de ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et je me dis, on va faire des recherches. Et donc, on a cherché, j'ai commencé à tester, j'ai retesté. À force, on a donc, mis au point la première laque végétale, donc thermochromique, donc qui réagit à la chaleur et qui va passer de la matière que j'ai développée, donc du noir au transparent. Donc on va passer d'une couleur noire et quand il va chauffer, cette laque va devenir transparente et faire apparaître la couleur qu'il y a en dessous. Alors en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui un petit peu plus diffusé. Alors certains vont avoir la tasse qui change de couleur quand on met de l'eau dedans et qui fait apparaître un motif en dessous. Mais c'est vrai que nous, en ayant créé cette matière, en fait, on va amener une poésie à cette matière qui est souvent assez froide, assez unie. Et là, en fait, on va amener une technique qui est issue de l'industrie pour l'amener vers les métiers d'art. C'est ça aussi qui est assez génial, c'est qu'on va lui donner une sensibilité que l'industriel n'a pas. Parce qu'elle est posée à la main, donc on a des nuances, c'est une parfaite imperfection parce que esthétiquement c'est parfait, mais voilà, on voit que le nuagé qui apparaît, que le rouge apparaît en dessous quand le noir disparaît, fait apparaître des nuances qu'on ne peut obtenir qu'à la main.
Le prix Bettencourt, ça récompense une œuvre et ça finance un projet à hauteur de 100 000 €, il me semble. Ça va être quoi votre projet? Développer ces créations-là? Alors il y a beaucoup de projets et puis avec Dimitri on s'est tellement bien entendu que bien sûr on a envie de développer des choses ensemble, donc on va continuer l'aventure ensemble. On est déjà en train de préparer un nouveau projet pour le salon Révélation au mois de juin sur le stand de la Fondation Banque Populaire, donc on est en train de créer un autre radiateur. Donc c'est vrai que ça va nous permettre de développer beaucoup de choses, ça va nous permettre de continuer sur des projets, réfléchir à d'autres projets et alors après pour moi aussi, aussi continuer l'aventure japonaise, de continuer à me former pour développer aussi de nouvelles choses, donc pouvoir voyager et développer des choses en même temps. Et peut-être finir en apothéose avec la candidature à la Villa Kujoyama à Kyoto. Et on aimerait bien aussi partir avec Dimitri. Alors peut-être moi côté artisanat d'art et lui design, mais pour qu'on puisse aussi travailler ensemble. On doit dire que la Fondation Bettencourt est mécène de la Villa Kujoyama depuis de très nombreuses années. Ouais. Je crois que c'est le mécène principal. J'imagine que c'est un rêve accessible pour vous deux. Oui, je pense que notre candidature sera bien vue. Après, on ne sait pas, mais voilà, on pense qu'on a un projet assez porteur, en plus en lien avec le pays, parce que à force de voyage, je commence à avoir beaucoup de contacts, et puis j'ai envie de développer des choses. Donc la laque thermochromique a aussi été développée avec un fabricant de laque qui s'appelle Tsutsumi à Kyoto. Et quand je lui ai montré la matière, je lui ai dit écoute, j'aimerais bien pouvoir la développer un peu plus, est-ce que tu peux m'aider? Donc on allait faire des tests dans son atelier de fabrication, donc ça a été aussi une aide pour le développement de la matière. Et ça nous permet de dire un mot sur cette Villa Kujoyama qui dépend de l'Institut de France et qui organise des résidences d'artistes et d'artisans d'art. C'est une des rares justement qui est ouverte aux artisans d'art. Il y a beaucoup d'artisans d'art qu'on a podcastés qui sont passés par là, Manuela Paul Cavalier, François-Xavier Richard et d'autres, et on suit de près la programmation et l'approche qu'a la Villa Kujoyama des métiers d'art en les pensant dans un dialogue international. C'est passionnant et j'invite tout le monde à aller regarder ce qu'ils font, à les suivre sur Instagram, ils ont un compte qui est très riche. On n'a pas encore parlé du Grand Prix de la Ville de Paris dont vous êtes lauréat et c'est fou d'avoir tout en même temps. C'est que vous avez beaucoup attendu et que là tout arrive en même temps. Et il ne faut pas que les bonnes nouvelles s'éteignent les unes les autres. Donc j'ai quand même envie qu'on en parle de ce prix. Pourquoi il était important pour vous ? Il était important parce que je l'avais déjà tenté et je me suis dit c'est bête de s'arrêter comme ça sur un prix. Les prix en général, on les a pas la première fois mais on représente et on les a les fois suivantes. Et je me suis dit que voilà 2020 c'est une année particulière qu'il fallait aussi tenter. On avait un peu plus de temps donc il fallait préparer des pièces, créer des pièces. Et c'était vrai que de le présenter comme j'étais dans un élan de création un peu plus important depuis 2019. Parce que j'ai participé au programme Savoir-faire des Takumi, qui est un programme d'échange entre artisans de Paris et artisans de Kyoto. Et on parle là des ateliers de Paris qui sont merveilleux et qui organisent des choses très importantes pour les métiers d'art. Et cette initiative Savoir-faire des Takumi est particulièrement riche et inspirante. Donc voilà, le programme, par le biais de ces rencontres entre artisans, permet de créer des pièces de rencontre. Pas de collaboration, mais des pièces de rencontre en s'inspirant d'univers de l'un et de l'autre et en partant sur des idées communes. Et pour moi, cette rencontre a été très enrichissante parce que quand il y a eu le workshop à Paris, ma binôme a eu un petit problème, elle a dû rentrer en urgence au Japon et on n'a pas eu le workshop à Paris. Et en fait, je l'ai rencontré que quand je suis... on s'était rencontrés, mais on a échangé que quand je suis allé au Japon 2 mois après. Et on a démarré le projet un petit peu en retard. Et en fait, tout est arrivé d'un seul coup. Elle a fait venir une traductrice française qui était venue un peu pour nous aider dans l'échange pour accélérer les choses. Et dans cet échange, je lui ai dit que je m'intéressais beaucoup à la laque, mais aussi à la cuisine et à la pâtisserie. Et elle m'a dit, en fait, j'ai travaillé avec un pâtissier au Japon qui sculpte des pièces en pâte de riz, qui fait des choses extraordinaires. Et en fait, elle m'a dit qu'elle était passionnée par ce qu'il faisait et elle l'a contacté. Elle est céramiste, elle, et cet artiste culinaire japonais l'a aidé à développer des techniques de céramique grâce à son savoir-faire, lui, de designer culinaire, d'artiste culinaire. Et là-dessus, on a commencé à parler de la pâtisserie, de la cuisine et qu'on était tous les deux passionnés de ça. Et on s'est dit, pourquoi pas ne pas faire un projet en partant d'idées de la pâtisserie ou de la cuisine. Et on a regardé un peu sur Instagram ce qui se créait, ce qui se faisait, et on était tous les deux d'accord que les pâtisseries pochées à la poche de Saint-Honoré, graphiquement, c'était assez fou. Et on s'est dit, pourquoi pas ne pas créer des objets
à partir de techniques empruntées aux pâtissiers. Et la poche à douille est arrivée à l'atelier. Et donc la poche à douille est arrivée à l'atelier et j'ai commencé à créer des matières en posant un enduit de laque comme j'aurais posé une crème montée, une ganache montée. Et le résultat est assez bluffant et on a créé donc tous les deux des pièces à partir de cette technique-là, et c'est une technique que j'adore et je pense qu'il y aura d'autres créations. Donc j'ai créé un vase qui est texturé et qui est décoré comme un pâtissier. Alors évidemment ça va frustrer tout le monde parce qu'on a envie de voir ce que ça donne, mais pardon, c'est le principe du podcast. Donc il faut aller sur l'Instagram de Nicolas Pinon sur lequel on voit les photos de tout ce travail-là. Je me fais gronder quand j'oublie de poser la question suivante. Où est-ce que vous avez mal le soir après une journée à l'atelier ? Les mains parce que d'ailleurs je pense qu'il faut que je me fasse un petit peu suivre parce que je pense que je pousse le bouchon un peu trop loin des fois. Et les artisans font pas très attention à leur santé. Je dis pas qu'on est jusque boutiste, mais on y va toujours à fond, on fait pas trop attention et puis après on se rend compte que c'est pas on prend pas trop soin de notre santé, de notre dos aussi, parce que beaucoup d'artisans ont des problèmes de dos. Voilà, moi je sais que j'ai des douleurs dans les doigts parce qu'en fait je ponce souvent et j'ai toujours des mains pas crispées mais toujours en tension. J'ai des mains pas forcément en très très bon état, donc je sais qu'il faut aussi que je fasse attention à ça. Je connais une fée des métiers d'art, Nicolas Pinon. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique ? Faire qu'il y a un regain d'intérêt pour la laque végétale aujourd'hui en France. Alors je dis pas que c'est un matériau d'avenir, mais c'est quand même une matière renouvelable qui va peut-être un peu plus dans l'air du temps aujourd'hui, de la mettre un peu sur le devant de la scène, et voilà, ce podcast illustre très bien cette volonté de pouvoir le faire et de pouvoir la présenter. La notoriété, vous l'avez, la baguette magique, j'ai l'impression, est déjà passée pour ça. Mais en revanche, c'est important, et c'est ce qu'on s'était dit avec Steven dans le premier épisode de ce podcast il y a 2 ans, c'est transformer la notoriété en business. Et je pense que la fée Clochette, c'est à ça qu'il faut qu'elle travaille. Oui, j'aimerais moi pouvoir développer de nouveaux projets, pouvoir m'exprimer aussi sur des supports différents, peut-être intéresser des marques de luxe, pourquoi pas, sur des projets particuliers. Après, c'est vrai que je suis pas dans la grande production, donc c'est sur des recherches, pouvoir présenter de l'objet de haute facture en fait. De pouvoir aussi remettre un petit peu au goût du jour ce qui était là pendant la période Art déco, parce que la laque avait une place importante dans les intérieurs, dans tout ce qui était objet, dans tout ce qui servait aussi. Voilà, j'ai cette volonté de fabriquer des objets qui servent et dont on puisse se servir, et du fait d'avoir aussi ce toucher. En profiter tout le temps. Exactement. Et il y a un mot que vous n'avez pas dit, alors que c'est le mot que de plus en plus de personnes connaissent, c'est le kintsugi. Exactement. C'est quoi le kintsugi ? Alors le kintsugi, c'est l'art japonais de réparer la céramique avec une cicatrice réalisée en poudre d'or. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une démarche de plus jeter les objets, de pouvoir les réparer, dans cette philosophie japonaise du wabi-sabi, de l'objet cassé, de lui donner une nouvelle vie, et de cette cicatrice qui habituellement n'est pas belle, de la rendre belle et de rendre l'objet peut-être même encore plus beau que ce qu'il n'était avant pour l'amener vers une nouvelle vie. C'est une philosophie qui touche beaucoup de monde aujourd'hui, qui me touche aussi parce que de pouvoir conserver les objets très longtemps, c'est aussi un peu le but de la laque. Si la laque est abîmée, on va pas l'acheter, on va la poncer, remettre une couche de laque et l'objet il est reparti pour 20 ou 30 ans. Cette philosophie est importante et elle touche de plus en plus de gens aujourd'hui en France et même partout dans le monde. À tel point que vous faites ici à l'atelier 33 rue de Montreuil, vous faites des ateliers de kintsugi et des gens peuvent venir s'initier en une demi-journée à cette matière. Alors, pas une demi-journée, 2 jours complets, parce que c'est beaucoup de travail. Pour réaliser une pièce, traditionnellement, il faut plusieurs semaines pour faire une pièce, mais pendant ce stage, je le fais pendant les week-ends parce que ça permet aussi à des gens de province et même d'étrangers, des gens qui sont venus de l'étranger pour faire cette formation, de voir toutes les étapes. C'est des gens qui doivent retravailler chez eux pour pouvoir se perfectionner et avoir un résultat encore plus joli, mais durant le stage, on voit toutes les étapes de fabrication, mais c'est vrai que c'est un peu à l'image de la laque, c'est qu'il faut prendre son temps. Quand on va réparer une céramique, ça prend du temps. Ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas qu'on met de la colle, on va serrer la pièce et c'est parti. Il va falloir coller
Et puis la cicatrice, va falloir aussi la lisser pour qu'il n'y ait plus de trous. Quand on va la décorer, il va falloir mettre plusieurs couches de laque. Pour que la cicatrice soit belle, il faut qu'elle soit lisse. Donc ça va demander beaucoup de travail. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte au final que ça demande autant d'investissement. La réparation va prendre du temps, mais elle sera mieux faite. Voilà, elle aura une meilleure longévité plus tard. Vous allez continuer à faire ces formations-là maintenant que vous allez être beaucoup plus occupé ? C'est un plaisir. C'est sûr que ça fait vivre aussi l'atelier, ça rendre de l'argent. Je fais les formations parce que j'aime bien les rencontres, j'aime bien transmettre. On n'a pas dit que vous étiez professeur au Greta à Boule. J'aime transmettre, j'aime que les métiers d'art soient pérennisés et ça peut se faire que par la transmission. C'est un devoir de transmettre par le biais d'apprentis ou par le biais de formations. Et je suis content de pouvoir accueillir des gens à l'atelier. Alors c'est sûr, il y a beaucoup de céramistes qui viennent pour apprendre à réparer leurs pièces. Donc j'en apprends aussi tous les jours sur la céramique, toutes les techniques. Donc voilà, maintenant je commence à avoir pas mal de relations dans le milieu de la céramike. J'apprends encore de nouvelles choses. Des gens aussi qui viennent pour la philosophie. Il y a des débutants ? Des débutants, je veux dire des gens qui n'ont rien à voir avec les métiers d'art. Ah oui, exactement. C'est une formation qui est ouverte à tout le monde. Donc c'est sûr que le résultat sera peut-être un petit peu plus poussé pour quelqu'un qui a l'habitude de tenir un pinceau et de faire du décor. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un joli résultat de réparation de pièces. C'est mon rêve de faire cette formation avec vous. Voilà, je le dis à la fée Clochette, on ne sait jamais. Merci Nicolas Pinon. Merci Raphaël. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.